Mordante, savoureuse, une observatrice unique de la vie politique française. Catherine Ney, bonjour. Bonjour. Ce livre est un carton, il s'appelle « Tu le sais bien, le temps passe », souvenir numéro 2, c'est la suite. Il caracole en tête des ventes, Catherine, et ce sont des souvenirs à la fois intimes et politiques qui nous touchent tous, de cette classe politique que vous avez observée pendant 50 ans. Et vous avez restitué ça, vous avez eu envie de le raconter. Oui, comme j'avais fait le premier volume, je m'étais arrêtée au moment de l'élection de Jacques Chirac et évidemment, il y avait une suite obligatoire presque parce que j'avais encore beaucoup de choses à raconter, des cahiers pleins d'anecdotes et puis il faut dire aussi que, vous voyez, avec le premier volume, les Français avaient eu l'impression de plonger dans l'ancien monde, c'est-à-dire d'une France qui n'est plus. Voilà, mon enfance à Périgueux, je veux dire, Périgueux aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'était une ville à un moment où tout le monde avait à peu près le même mode de vie, où il n'y avait pas de mixité, ni sociale, ni étrangère, ni d'origine étrangère, où tout le monde allait à la messe. Moi, je ne savais même pas s'il y avait une synagogue à Périgueux, où évidemment, il n'y avait pas de mosquée. Et puis, où on laissait les portes ouvertes la journée, il n'y avait pas de cambriolage, il n'y avait pas de problème d'insécurité. C'est-à-dire que tous les mots MAUX d'aujourd'hui n'existait pas. Donc, c'était des enfances en province où on ne connaissait pas la jalousie sociale, parce qu'on n'allait pas au sport d'hiver, on était très heureux, vous voyez, où tout le monde vivait grosso modo de la même manière. Donc, ça a été une enfance insouciante qui, moi, m'a donné tout de suite l'idée qu'il fallait être optimiste dans la vie et que je ne doutais pas d'être journaliste alors que rien ne pouvait favoriser ce métier alors que j'étais de Périgueux et que je suis montée à Paris pour faire du journalisme. C'est un parcours absolument incroyable, Catherine. Et aujourd'hui, quand vous voyez la vie politique, l'élection présidentielle qui approche, vous dites, vous, l'observatrice, vous dites, ce monde-là, évidemment, a bien changé. Ce monde-là a bien changé, oui, évidemment. Il a complètement changé. D'abord parce que même pour les journalistes aujourd'hui, l'essentiel de leur information, ça vient des réseaux sociaux, de plus même que des contacts. Alors que quand j'ai commencé dans le journalisme, tout ce que l'on pouvait savoir, c'était d'aller sur le terrain, voir les politiques, d'être toujours auprès d'eux, de les fréquenter de près. Et évidemment, il y avait des journaux. Vous savez, moi, quand j'ai commencé dans le journalisme, c'est en 67-68, il y avait un journal télévisé le soir dans lequel, quand De Gaulle faisait une conférence de presse, c'était lui qui choisissait le passage qu'on retiendrait de sa conférence de presse, vous voyez. Et le journal du soir de la 2 n'est arrivé qu'au moment de Chaban. Donc c'est une période où il n'y avait pas de journaux People, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. On n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de... donc c'était vraiment l'ancien monde, qu'on n'imagine même pas. Oui, mais dans ce monde-là, ce que vous racontez, Catherine Ney, vous rencontrez Bernadette Chirac chez le coiffeur, à côté de l'Assemblée nationale. Vous allez dans des déjeuners, ou même vous vous retrouvez à l'Élysée avec Alain Duhamel, El Kabbach ou d'autres. C'est-à-dire que les présidents, les hommes importants ou les femmes importantes, vous les rencontrez directement, j'allais presque dire, vous les racontez dans leur chair. Oui, parce qu'à l'époque, nous, on avait besoin de les voir pour faire nos papiers, mais eux avaient besoin de nous aussi pour se faire connaître. Donc, on les voyait très facilement, y compris les ministres, vous voyez. Donc, c'était facile de les voir. Et puis, ils n'étaient pas, en raison de la très peu grande diversité de la presse, ils avaient du temps pour les médias qui existaient, tandis qu'aujourd'hui, la vie d'un ministre, c'est quelque chose où il est absolument pris, il faut répondre à toutes les demandes, des chaînes en continu, des journaux, des radios, enfin je veux dire, il pourrait même ne faire que ça toute la journée, tant l'offre et il doit se montrer partout. Donc c'est une autre vie aussi. La communication prend une vie prend du temps, beaucoup plus qu'il n'en prenait à l'époque. Donc, quand ils voyaient les journalistes, ils nous voyaient pour nous expliquer leur politique. Et forcément, on les approchait de près. C'était plus facile de jauger les caractères parce que moi, je pense que
en politique, l'intelligence est importante, mais tout le destin d'un homme, il y a d'abord les circonstances et puis surtout le caractère, vous voyez, parce que vous voyez des gens très intelligents qui ne réussissent pas parce que, ils sont trop fermés, acariâtres, enfin, vous voyez, ils ont tous les défauts humains qui leur empêchent de réussir, de mettre un terme, d'aller au bout de leur projet. Donc c'est ça, c'est cette patte humaine qui est intéressante à raconter. Moi, j'étais au spectacle et c'est un grand théâtre humain et voilà, c'est ce que je raconte dans ce livre. C'est ça. Et alors, le mot, c'est vraiment un grand théâtre humain. Oui. Alors, ce livre est absolument fourmille d'anecdotes. Il se lit comme un roman, le roman de la vie politique. Il y a des personnages. Alors, il y en a tellement, on ne pourra pas tous les raconter, mais on y croise évidemment Juppé, on y croise Sarkozy, on y croise Carla, on y croise surtout Jacques Chirac, Bernadette. Ça commence par là, d'ailleurs. Et Claude Chirac. Et là, au départ, il y a des tragédies qui se nouent. Ah, oui. Par exemple, la dissolution de l'Assemblée nationale, vous racontez, c'est une sorte de tragédie romaine. C'est une tragédie qui n'a eu pour objet seulement de permettre à Juppé, qui était le Premier ministre le plus impopulaire, de rester. C'est-à-dire que Chirac ne voulait pas se séparer de lui, parce qu'il n'avait personne en magasin, qu'il avait confiance en lui, et alors que il y avait eu, vous savez, les grèves, les fameuses grèves, et puis des maladresses personnelles, parce qu'il était un peu sec et un petit peu comme ça, droit dans ses bottes, et la majorité ne le supportait plus. Donc, ne voulant pas s'en séparer, il a pensé que ils ont vraiment cru que si on faisait un choc, on faisait une dissolution de l'Assemblée un an plus tôt, eh bien, ça allait donner un nouvel élan à la droite. Et on a vu que c'était... Non seulement ça n'a pas donné un nouvel élan, mais Jospin est arrivé à Matignon pour 5 ans. Et Chirac a subi la cohabitation la plus longue. Donc c'était, comme a dit Jospin, une expérimentation hasardeuse, mais qui lui a profité à lui. Oui, oui. Jospin, notre personnage, on croise dans ce livre, en fait, un portrait acerbe d'une certaine façon. Acerbe, je le montre tel qu'il est, dans sa complexité, très marqué par son trotskisme caché. Et vous savez, ça vous donne un esprit qui est quand même assez sectaire, pas très ouvert. Et quand il est arrivé pour 5 ans au pouvoir, il s'est dit qu'il allait faire ce que Léon Blum n'avait pas réussi à faire en 1 an, parce que le Front populaire, dont on se gargarise, a duré 1 an. Il en reste les congés payés, mais à l'époque déjà, il avait décidé, Léon Blum, qu'il y aurait 40 heures payées 48. Vous voyez, c'était la réduction du temps de travail. Et puis Mitterrand est arrivé après, il avait bien les 35 heures dans son programme, mais il a fait les 39 heures payées 40. Donc Jospin a toujours considéré que, au fond, Mitterrand était traître un peu à son programme, et que d'ailleurs quand on lui dit, je crois que il était Premier ministre, il y a la Fondation Mitterrand qui fait un colloque, et quand on lui demande quelles ont été les plus belles années de Mitterrand, il dit c'est 71-81. C'est-à-dire qu'il exclut les années où Mitterrand était au pouvoir. Donc lui, il a voulu être le grand leader socialiste européen qui mettrait son programme en exécution. Oui. Et donc, il y avait les 35 heures. Il ne se demandait pas si c'était bon pour le pays, si c'était bon pour les ouvriers, qui ne demandaient rien, en revanche, qui ne demandaient pas du tout les 35 heures. Il a voulu l'être pour faire ce que Mitterrand n'avait pas fait. Oui. Et voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que la gauche a perdu les ouvriers. Parce que les ouvriers, après les 35 heures, avant qu'on commence un petit peu à faire des heures supplémentaires, défiscaliser et tout ça, ils se retrouvaient, ils n'avaient plus droit aux heures supplémentaires. Donc, ils gagnaient moins d'argent. Donc, ils pensaient que la gauche les avait trahis. Oui. Et ils ont découvert ça peu à peu, les socialistes. Il y a des hommes et des femmes dans ce livre. Je disais qu'il y a de la chair, mais il y a par exemple, vous trouvez Jacques Chirac victorieux, complètement abattu lorsqu'il vous reçoit à l'Élysée après sa victoire. Vous racontez ça. Mais oui, parce que c'est la vérité. Moi, j'en venais le fêter, on croyait voir arriver un président qui se tenait droit, qui était joyeux, et puis je le regardais arriver j'étais dans un salon où les portes se sont ouvertes et on voyait l'enfilade des couloirs de l'Élysée, et j'ai vu arriver un homme voûté, les mains dans les poches, qui avait l'air accablé. Et donc, quand nous étions avec Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach, et quand il nous a dit qu'il était très content, je sentais que ça ne sonnait pas juste. Et en fait, d'abord, il a eu un coup de fatigue normal après une campagne
campagne où il a failli, il a cru jusqu'au bout. Une sorte de dépression nerveuse. Il y a une dépression, mais qui durait depuis longtemps, parce que entre son échec en 88, il y a eu aussi des problèmes personnels très lourds avec quand même sa fille anorexique dont il ne parlait jamais, qui était la grande douleur du couple, qui a voulu se suicider. Il y a eu le mariage de Claude avec Philippe Habert et qui n'a duré que le temps d'un voyage de noces à Venise. Et quand ils sont revenus, ils n'ont jamais vécu ensemble. Elle est revenue vivre chez ses parents. Enfin, c'était des choses qui l'avaient heurté. Et puis surtout, il y avait la trahison de Balladur, de ses plus proches, de Balladur qui avait pris tous ses amis comme ministre et puis qui avait failli le battre à la présidentielle. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'en février 95, c'était Édouard Balladur qui aurait dû l'emporter, vous voyez. Oui. Donc il est arrivé, mais épuisé. Oui. Et puis il s'est aperçu qu'une fois qu'il était à l'Élysée, il était bouclé, il était enfermé, qu'il fallait tout dire aux services de sécurité des policiers qui l'entouraient. Et tout ça, ça a été quelque chose qui lui ôtait le goût à la vie, je crois, parce qu'il n'avait plus cette liberté d'aller et venir. Mais en même temps, Volage, on pense à Bernadette, Volage, vous racontez le soir de la mort de Lady Di, on le cherche partout, on ne le trouve pas. On le cherche partout. Alors certains disent qu'il était à l'Élysée, qu'il n'a pas voulu y aller, et tout ça, mais enfin, Bernadette faisait une telle tête lorsqu'elle est allée à sa place à l'hôpital le matin où il n'y avait pas été lui-même pour se recueillir sur la dépouille de la princesse. Et puis il y a eu aussi l'épisode du chauffeur qui était à son service depuis 25 ans, que Bernadette a exigé il a fallu le virer. Elle ne voulait plus qu'il soit là parce qu'il détenait trop de secrets de son mari. Oui, donc c'est... Alors, Volage aussi, François Mitterrand, vous intitulez le chapitre « Le bon plaisir », le portrait que vous faites de François Mitterrand. Ben oui, mais ça ne vous a pas étonné. Je veux dire, c'était d'abord... Ça a été une vérité officielle, encore que nous, les journalistes, savions qu'il avait une fille dès 74. On l'a su dans les années 70, pas tout de suite. Elle est née en décembre 74, on l'a su au milieu des années 70. Mais à l'époque, moi, quand j'ai commencé à écrire mon livre « Le Noir et le Rouge », je savais qu'elle existait. Mais à l'époque, tous les journalistes nous mettions un point d'honneur à ne pas parler de la vie privée, parce qu'on disait la vie privée, c'est privé. Vous voyez, alors que si j'avais écrit mon livre, ne serait-ce que 5 années plus tard, quand la Presse People a commencé à exister, ne pas parler de sa vie privée, ça aurait été une faute. C'était ne pas renseigner Il y avait des exigences de transparence qui ont commencé. Oui. Avec la Presse People et qui se nourrissait de ces histoires-là, les photographes qui étaient à l'affût. Mitterrand, on peut dire, a vécu les dernières années de liberté du monarque. Parce qu'aujourd'hui... C'est ça, vous dites le bon plaisir. Au fond, vous racontez aussi donc, vis-à-vis vis-à-vis de sa femme, de Danielle Mitterrand, attitude, on va dire, assez désinvolte d'une certaine manière, en même temps aussi vis-à-vis de Anne Pinjot, sa deuxième famille. Mais c'était son bon plaisir, c'est-à-dire qu'il leur imposait un mode de vie qu'elles ont fini par accepter. Daniel en ayant une autre vie avec un homme qui vivait à leur foyer quand même, dans leur foyer. Vous dites l'homme avec qui elle vivait, Daniel Mitterrand s'en servait de chauffeur. Oui, il s'en servait comme chauffeur. En sachant que c'était l'amant de sa femme. Ah oui, bien sûr, et il avait tout à fait admis qu'il pouvait vivre à la maison. Enfin, c'est chez lui parce qu'il comprenait que n'offrant pas à sa femme une vie de couple normale et qu'elle ait une vie chez lui. Et puis en plus, c'était un professeur de tennis qui s'occupait un peu des enfants, c'est-à-dire qui palliait à ses insuffisances maternelles d'une certaine manière. Et quant à Anne Pinjot, qui est, je crois, le grand amour de sa vie, eh bien, il ne voulait pas se laisser enfermer dans un autre foyer, c'est-à-dire que la seule concession qui lui est faite, d'abord, il n'a jamais divorcé, mais elle a voulu un enfant et il n'a pas pu le lui refuser. Et puis finalement, cette petite fille a été le grand amour de sa vie. Voilà. Oui. Ce qui est incroyable dans ce livre, Catherine Ney, tellement de choses, parce que vraiment, il faut le lire. Mais vous racontez, par exemple, évidemment, Nicolas Sarkozy. C'est une forme aussi de tragédie, quand il arrive à l'Élysée et qu'il va, à un moment donné, perdre sa femme. On peut dire que Cécilia lui a plombé le début de son quinquennat, parce que toutes les erreurs de début du quinquennat qui lui auront été vraiment mises, vous voyez, le Fouquet's, il n'avait pas ses habitudes, le Fouquet's. Mais comme le patron du Fouquet's, comme il ne vivait
pas ensemble pendant la campagne, qu'ils devaient être cachés, Cécilia avait demandé à Dominique de Seynes, qui est le patron des hôtels Barrières, de le recueillir chez lui. Donc, ils ne vivaient pas ensemble. Mais alors, c'est elle qui a organisé la soirée du Fouquet. Déjà, on a dit avec les milliardaires et c'est le bling-bling. Elle ne voulait pas aller en Corse, où il avait fait retenir des chambres. Pour quelle raison? Donc, c'est Vincent Bolloré qui a proposé in extremis le fameux bateau. Donc, et puis, elle ne voulait pas aller en vacances en France. Donc, elle est allée en Amérique, où là, elle a complètement humilié son mari en refusant d'aller chez les Bush. Tout ça pour séduire son amant qui avait des réticences à revenir puisqu'elle était revenue. Elle voulait reconquérir. C'était le prix pour la reconquête d'Athias. Oui, c'est tout ça, ça fait partie de la. Non, mais c'est une histoire extraordinaire. Parce que c'est incroyable, voilà. Alors, au-delà de ça, il y a des personnages. Vous croisez Jean-Marie Le Pen, bien sûr, parce qu'à ce moment-là, il est au-devant. Vous racontez évidemment votre aversion à ce personnage. C'est-à-dire que mon aversion, moi je ne le connaissais pas, j'avais pas tellement prêté attention à lui, mais c'est vrai que c'était pas un personnage c'était un personnage sulfureux. Et bon, et quand il a fait sa première émission, j'avais été le voir et d'ailleurs c'était pour entrer à la télévision, j'avais jamais vu autant de flics et de policiers qui entouraient la maison parce qu'on disait qu'une bombe, que l'invitation de Le Pen, je veux dire, la gauche menaçait de faire des manifs, enfin c'était effrayant. Et j'ai vu cet homme qui avait beaucoup de talent et qui avait réponse à tout, même, et qui niait être antisémite alors que ses meilleurs amis et... Je veux dire, là, il y avait des déclarations qui étaient vraiment antisémites. Et moi, j'avais été l'interviewer à la demande de Général de Bénouville pour Jour de France. Et c'est vrai que 8 jours avant, il y avait eu un meeting pour les européennes. Et où, derrière moi, il y avait un type qui criait « Mort aux Juifs, mort aux Juifs ». Et personne ne bougeait, personne ne le faisait taire, je trouvais. Puis il citait les noms de Jean Daniel, enfin tous les Badinter, enfin mort aux Juifs, mort aux Juifs. Enfin, moi, je trouvais ça effrayant. Et alors je lui avais dit, mais comment il m'avait dit, mais vous savez, c'était peut-être un provocateur, c'était peut-être un policier, mais si mon serviteur d'ordre l'avait arrêté, on aurait dit les nervis de Le Pen, les journaux de gauche auraient dit les nervis de Le Pen empêchent un démocrate de s'exprimer. Donc moi, ça m'avait fait rire. Donc, il avait réponse à tout. Mais il est devenu très populaire à ce moment-là. Mais ce qui a tout gâché, c'est le détail de l'histoire, ce qu'il a dit quand il a dit. Mais d'avoir dit ça, il s'est rendu compte de la gaffe qu'il avait pu commettre quand il a dit ça sur RTL. Il aurait dit, c'était la plus grande bêtise de toute ma carrière. Oui, mais après, comme c'est quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses erreurs, il l'a répété et répété. Et là, il a nui d'abord à son parti, il a nui à sa propre carrière, il a vraiment pesé sur celle de sa fille. Mais, comme disait... Laurent de Saint-Afrique, il dit, mais Le Pen est un char d'assaut qui n'a pas de machine en arrière, c'est-à-dire qu'il ne revient jamais en arrière. Oui, il y a un personnage qui devient président de la République, c'est François Hollande, dont vous dites, je ne l'ai pas vu venir, vous dites, c'est un commentateur politique, c'est vrai. Plein d'humour, mais voilà. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, il s'était jamais posé en idéologue du socialisme. Il avait été, pendant la cohabitation avec Chirac, celui qui agressait Chirac parce avec des mots que Jospin ne pouvait pas dire. Il était une sorte de sniper, d'ailleurs très cruel. Moi, j'ai été très étonnée qu'après, Chirac soit tant enthousiasmé par Hollande. Et en fait, Chirac en voulait trop à Sarkozy, qu'il l'avait quand même pas mal houspillé pendant... Il était devenu le rival officiel de Chirac pendant son quinquennat, ça c'est vrai. Mais oui, Hollande, non. Et puis quand DSK a eu sa carrière stoppée par l'histoire que vous savez de New York, je veux dire, il y avait 3% des Français qui pensaient que Hollande pourrait être président de la République. Il n'y en avait pas plus. Donc, il est arrivé, il est passé, comme on dit, par le chat d'une aiguille. Vous dites un homme qui commentait, mais pas de décision. Non. D'ailleurs, quand il a été candidat, cette Ségolène Royal avait dit, depuis 30 ans que je le connais, j'ai jamais vu prendre une décision. Donc, elle-même faisait. C'était quelqu'un qui
et qui a eu beaucoup de mal à entrer dans la fonction, et qui, les premiers temps, vous voyez, on passait de Sarkozy, où il y avait tous les jours de la communication, il y avait l'Élysée qui était très étoffé, quand on voulait des renseignements, c'est vrai, un cabinet mais exceptionnel, qu'il n'y a jamais eu depuis, avec des gens comme Guéant, je veux dire Xavier Muscat, Jean-Daniel Lévy, Raymond Soubi, sur toutes les questions, on avait des réponses. Mais là, après, il est arrivé, il n'y avait plus personne à l'Élysée, on ne savait pas. Et puis lui-même, il faisait une conférence de presse tous les 8 mois. Vous voyez, c'était à la fois la boîte à outils, enfin des choses qui n'impressionnaient pas. Et très vite, il ne s'est pas présenté, mais au moment où il aurait pu faire une acte de candidature, 82% des Français n'en voulaient pas. Et d'ailleurs, si Macron s'est décidé à y aller, c'est qu'il a vu que Hollande ne serait jamais président. Quoi, oui, voilà. Petite parenthèse, vous parliez de DSK. Vous racontez que lorsqu'il était ministre de l'économie, à Bercy, il avait un appartement privé, vous dites, au fond d'un grand couloir, un grand appartement où tout le monde avait l'habitude de voir tous les jours vers 17h arriver... arrivait une femme qui sonnait à la porte du ministre. Le ministre arrivait un quart d'heure plus tard dans l'appartement. Et puis, voilà. Et puis, une demi-heure après, tout le monde repartait, quoi. Mais oui, tout le monde était au courant de ses addictions. Les gens le voyaient revenir souriant. Oui. Oui. Donc, c'était connu. C'était connu à Bercy, oui, mais ça ne sortait pas trop dans les journaux à l'époque. Aujourd'hui, le secret n'aurait pas été... Le secret aurait vite été éventé. Oui. Et alors, Emmanuel Macron, on y arrive, c'est la fin du livre. Personnage qu'on n'attendait pas non plus. Non, vraiment. Mais c'est un garçon qui a découvert qu'il était peut-être supérieur aux autres et qu'il pouvait y arriver. Et surtout, c'était la médiocrité qu'il a jugée telle de François Hollande, et même une manière aussi de se venger de Manuel Valls, qui l'avait empêché d'être le héros de la loi dite de la ministre qui a pris la loi El Khomri, parce que la loi El Khomri, c'est une loi Macron. Et s'il l'avait défendue lui-même, peut-être qu'il n'aurait jamais pu se présenter. Donc c'est Valls qui l'en a empêché et qui a fait de lui un candidat aussi. C'est ça, vous voyez, les paradoxes de l'histoire. Je fais appel à la commentatrice, le billet sur Europe 1, dont vous parlez, il y aura un chapitre sur Europe 1. Oui. Comment vous voyez cette élection présidentielle ? Mais pour l'instant, je ne vois pas. Pour l'instant, je ne sais pas, parce que qui va arriver second, on sait pour l'instant que le premier, ça sera qu'il y aura toujours Macron. Voilà. Mais qui sera le second ? On ne le sait toujours pas. Oui. Voilà, ça reste extrêmement ouvert. Ça reste très ouvert. Il faut que Valérie Pécresse trouve une marque, installe sa marque à elle, avec des mots à elle. C'est le Karcher, là, elle ressort le Karcher. Oui, vous en parlez d'ailleurs, là. Oui, je trouve qu'elle a eu tort, parce que c'est pas de ses mots à elle. On peut faire la même chose avec des mots à elle. Il faut qu'elle s'approprie. Il ne faut pas qu'elle dise « je suis un quart Thatcher et 3/4 ». Il faut qu'elle crée sa marque. Oui. Et Zemmour ? Zemmour, pour l'instant, il y a eu l'overdose de discours. Il a secoué la classe politique. Il a montré quelles étaient les failles, peut-être même du macronisme, sur certaines positions régaliennes. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, les propositions... Alors, il fait des propositions, mais c'est bizarre, on ne les écoute pas. Alors, il s'est plaint, en venant sur TF1, qu'on n'avait pas écouté son programme. Mais pour l'instant, c'est un imprécateur qui n'est pas encore, qu'on ne voit pas encore à la place d'un président. Oui. Et à gauche, alors Taubira, une possibilité. Oui, mais enfin, c'est... Une union de la gauche qui a tendu, souhaité, mais qui n'aura pas lieu. Mais non, c'est la catastrophe. Moi, si j'étais militante socialiste, je serais désespérée. Je serais désespérée, parce que c'est tragique, quoi, ce qui se passe. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la gauche aujourd'hui ? Qu'est-ce que c'est être socialiste aujourd'hui ? C'est apporter quoi ? C'est faire quelle politique ? Vous voyez ? C'est quoi ? Qui le dit ? Je veux dire, quand on écoute Anne Hidalgo, on ne sait pas. Je veux dire, et puis Madame Taubira, elle va venir faire, parce que c'est une grande actrice, elle va venir faire son show comme ça, mais je veux dire... Pour l'instant, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait la course en tête à gauche. Oui, mais enfin à 10%, vous voyez, c'est quand même... voilà, il ne remontera pas à l'étiage d'il y a 5 ans. Je voudrais, sur une page plus personnelle de ce livre, vous parlez bien sûr d'Alma Chalandon, qui a partagé votre vie, qui est disparue. Et c'est aussi une manière de fidélité de dire « tu le sais bien ».
le temps passe. Oui, c'est lui qui me disait tout ça, qui me préparait à son départ. Oui. Donc, voilà, je raconte son secret, mais ça, je ne veux pas le raconter. Je laisse au lecteur le soin de le découvrir. Oui, mais tant de choses personnelles, au fond, dans ce livre, Catherine Ney. Oui. Alors, c'est vrai que j'ai commencé à écrire ce livre à un moment, après sa mort, donc je peux dire que c'était un moment où j'étais très affectée, peut-être en état de faiblesse, oui. Et, bon, mais j'ai commencé mes souvenirs, et puis je suis arrivée à un moment où je disais, tiens, ces années-là, c'est bizarre. Je regardais mes cahiers, il y avait moins de choses, et je me suis dit, évidemment, c'est quand vous passez, quand l'âge vient, eh bien, vous traversez des années où vous perdez ceux qui vous sont chers, c'est-à-dire votre famille. Et c'est vrai, les années 97 où j'ai perdu mon frère, 98 mon frère aîné, puis après il y a eu mon meilleur ami, puis ma mère. Et ça a été des choses qui avaient un peu pour moi une portée universelle d'en parler, parce que quand vous amenez vos parents dans une maison de retraite, ne serait-ce que pour les vacances, et que vous voyez ce que c'est, que la difficulté, comme ça, de les amener, de les laisser quand ils ont vécu dans leur maison jusqu'ici. Vous voyez, il y a des tas de choses, je crois, que j'avais besoin de raconter, mais qui arrivent à tout le monde. Voilà, parce qu'on est journaliste, on voit les grands de ce monde, les puissants, et puis il y a la vie qui passe pour tout le monde et auquel il arrive les mêmes choses. Oui. Vous diriez, Catherine Ney, vous diriez, tu le sais bien, le temps passe. Quand vous regardez ce parcours, vous qui avez observé la vie politique de si près, vous vous dites, au fond, tout ça est passé, mais tout ça était absolument fascinant. C'était la France. C'était la France, c'était fascinant, mais surtout, je me dis, qu'est-ce que ça passe vite. C'est ça, c'est un souffle. Un souffle. Un souffle agréable par moments, même très, et puis... Mais non, c'est... Tout vous a passionné, tout vous a marqué, tous ces personnages. Vous les avez aimés quelque part? Mais oui, je les ai aimés, je les ai jaugés, je les ai jugés. Enfin, jugés, pas... Je les ai comme ça soupesés. Et puis j'ai vu... Vous savez, ce que j'ai compris en les voyant, que tous ces gens qui sont intelligents, c'est pas l'intelligence qui fait le succès politique, c'est parce qu'il y en a, tous ceux qui arrivent à un certain niveau le sont. Il y a à la fois les circonstances, et puis il y a le caractère. Je veux dire, chaque homme est victime, de son caractère et des réussites de sa politique. Voilà, c'est ça, c'est important. Catherine Ney, tu le sais bien, le temps passe, souvenir numéro 2. C'est un livre absolument formidable dans la collection bouquins. Merci beaucoup pour ces mémoires et merci beaucoup pour votre présence. Merci Patrick.